Bonjour ou bonsoir à tous. À la fin de notre premier entretien sur l'exclusion à Maurice, nous avons vu que tous les ex-esclaves ont été inhumainement chassés de toutes les propriétés le jour même où sonna leur liberté, comme l'a écrit le jeune journaliste qui avait été témoin de ce drame. Mais ce jour où sonna leur liberté, c'était le 1er avril 1839, le jour du poisson d'avril. Mais eux ne devaient certainement pas avoir envie de plaisanter ce jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce qu'ils ont vécu après leur libération, devenue expulsion. Puisque l'industrie sucrière était l'unique employeur de l'époque, les Blancs avaient calculé qu'en expulsant leurs anciens esclaves de tous les établissements sucriers, ces derniers iraient à leur mort certaine. Et c'est bien ce qu'ils voulaient, qu'ils meurent tous. C'est ainsi qu'ils pensaient assouvir leur vengeance contre le gouvernement britannique, coupable à leurs yeux d'avoir aboli l'esclavage malgré leur opposition. N'oubliez pas qu'avant de devenir colonie britannique en 1810, l'île Maurice était colonie française et s'appelait Île-de-France. Après la conquête par les Anglais, la plupart des colons français avaient choisi de rester sur l'île et de faire allégeance au roi d'Angleterre. Mais ils avaient toujours des relations chaotiques avec l'administration britannique, s'agissant de tout ce qui concernait les esclaves. Mais 2 mois seulement après l'expulsion des anciens esclaves, le gouvernement indien suspend les migrations vers Maurice parce que les engagés indiens se plaignaient d'être maltraités par les planteurs mauriciens. Et c'était vrai. Mais cette décision est une catastrophe pour les planteurs. Pourquoi ? Parce qu'en 1825, le gouvernement britannique a ramené la taxe sur le sucre de la colonie Maurice au même taux que la taxe sur le sucre de ces colonies des Caraïbes. Ce qui fait que le sucre mauricien devenait subitement rentable. En quelques années, les planteurs ont alors doublé la surface cultivée en canne et produisaient 3 fois plus de sucre. L'industrie sucrière à Maurice pouvait ainsi engranger d'énormes profits. Elle avait donc toujours besoin davantage de paires de bras pour soutenir cette forte production qui générait ce gros profit. La suspension de l'émigration indienne, c'est donc un grand coup de massue pour les planteurs. Ils n'avaient donc d'autre choix que de se tourner vers leurs anciens esclaves qu'ils venaient tout juste d'expulser. Mais comment faire? Il y a certes l'exemple des planteurs des Caraïbes qui ont augmenté les salaires et amélioré les conditions de travail avant la libération, afin d'encourager leurs esclaves à rester travailler sur leur propriété après la libération. Et ils sont tous restés. Alors, vont-ils imiter leurs homologues des Caraïbes? Pas du tout. Avec la complicité des magistrats des cours, de la police, des commissaires civils, du gouvernement et des magistrats spéciaux, ces magistrats qui étaient payés pas par le gouvernement local, pour qu'ils ne soient pas soumis à des pressions par des planteurs, mais par le gouvernement britannique, avec comme attribution spéciale de veiller au progrès des nouveaux libérés. Enfin, avec la complicité de tout ce beau monde, les planteurs se mettent alors à persécuter les esclaves nouvellement libérés, les obligeant à signer un engagement selon les conditions même qu'ils avaient refusées, les forçant à retourner travailler sur leurs anciens lieux d'esclavage. Mine de rien, ces planteurs tout-puissants
où on sent la moindre hésitation, abolit l'abolition de l'esclavage. C'est une mesure historique qui a été votée par le gouvernement britannique pour toutes les colonies de l'Empire. Un seul témoignage suffit pour décrire la cruauté de la méthode employée par les planteurs pour arriver à leur fin. Celui du chef de police, un Britannique. Selon ce témoignage consigné dans son rapport adressé à l'assistant du gouverneur, certains commissaires civils punissaient les anciens esclaves avec plus de rigueur que ne le réclamait la loi. Il ne fait aucun doute pour lui que cette torture était surtout réservée à ceux qui refusaient de signer un engagement avec leurs anciens maîtres. Cette persécution a duré 4 ans. En effet, l'Inde autorise la reprise de l'émigration vers Maurice en 1843. Dans la même année, les planteurs rapportent 34 000 travailleurs engagés indiens qui s'ajoutent à ceux qui étaient déjà à Maurice, environ 25 000. Mais avec un tel nombre d'engagés, les planteurs n'avaient plus besoin de leurs anciens esclaves. Et les voilà de nouveau chassés sans cérémonie du jardin d'Éden, ou du jardin du diable. Mais les planteurs qui avaient la vengeance tenace ne les lâchent pas pour autant. Vont-ils enfin, ces anciens esclaves, profiter de leur liberté nouvellement retrouvée? Comment est-ce que cette liberté va les mener à leur exclusion, ce second crime contre l'humanité qui n'a eu lieu qu'à Maurice? Patience, nous allons tout vous raconter dans le moindre détail et vous allez tout comprendre. Si vous avez aimé cette deuxième partie de notre travail sur l'exclusion à Maurice, nous vous prions de vous abonner, de liker et de partager avec vos amis et connaissances. Cela nous encouragera à vous dévoiler les étapes qui ont abouti au second crime contre l'humanité à Maurice. Nous vous remercions de votre attention et vous disons à bientôt.